Bonjour, bienvenue chez les experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine, au menu des soucis bruxellois et huclois, avec des invités ad hoc, un peu de tracteurs, un peu de redressement démographique, un peu de cocaïne et un peu de NIMBY. Pour en parler, deux élus huclois au Parlement bruxellois et deux experts pour les mettre en difficulté. Aurore Pénois, journaliste à RTBF et vivre ici, qui n'est pas hucloise. Non, et je n'ai pas compte venu pas avec l'être. de la coke non plus. Voilà. Voilà, soyons clairs. Romuald Lamorté, juste à côté d'elle, journaliste aussi, notamment à l'RTBF. Tout à fait. Bienvenue à tous les deux. Alors, cela fut déjà un sujet de la semaine dernière, mais ça allait rester cette semaine. C'est cette grogne qui monte chez les agriculteurs européens, ce qui a amené les Wallons à venir à Bruxelles pour rencontrer mardi le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, et à revenir jeudi avec des collègues européens pour bloquer la capitale et se faire entendre des participants au sommet européen. Ils étaient 1300 tracteurs jeudi. Alors les Bruxellois non automobilistes ont vu cela avec une certaine curiosité. Reportage Léa Dubuc et Massimo Panet. Des tracteurs à perte de vue et des petits curieux qui profitent du spectacle. Moi j'aime bien qu'il y ait tous ces tracteurs, je trouve que ça amène une autre vie et ça permet de ramener un peu la campagne par ici. Tous les tracteurs sont colorés différemment, du coup ça apporte, c'est comme si on avait fait un truc d'art mais différent quoi. Slalom à vélo, photos souvenirs, le quartier européen est devenu un vrai jardin des curiosités. Sur la place du Luxembourg, autour des feux, l'ambiance est plutôt décontractée. Certains Bruxellois sont venus admirer le spectacle juste pour voir. C'est chouette d'être là où ça bouge et on va un peu voir ce qui se passe. On est au cœur de l'Europe et là on va un peu voir comment les choses vont évoluer aussi. Le plus dérangeant, c'est les odeurs. Les odeurs, quand il y a une salve de fumée qui arrive sur nous, là c'est quand même pas idéal. Non. D'autres sont venus leur apporter du soutien. C'est très drôle de voir toute cette dichotomie entre les eurocrates qui gagnent 5-10 000 balles par mois, qui prennent des selfies, des trucs Instagram, et les revendications légitimes paysannes où il y a des gens qui nous donnent à manger, ces gens-là. Ils n'ont pas de quoi vivre dignement et ils travaillent toute l'année. Moi, je suis venu les supporter en fait. Dans ce café, les commerçants sont ravis de la mobilisation. Ils ont 2 fois plus de clients que d'habitude. C'est rempli, on a un monde de dingue depuis l'ouverture ce matin. Même avant l'ouverture, les gens étaient déjà là. Et ça n'arrête pas de tourner, mais ça rend une super ambiance en fait. Seuls les restaurants prisés par les parlementaires sont laissés pour compte. Certains ont même fermé leurs terrasses. Habituellement, on est sur 44 couverts en estimation. Là, on est plus sur 15 couverts, plus des cafés ou des bières. Pour les agriculteurs, pas besoin d'importuner les passants. Leur mode d'action le plus efficace reste le blocage des routes. Alors je suppose, Aurore Pénois, ce n'est pas le seul aspect de la présence des agriculteurs à Bruxelles qui vous a touché. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de ces actions tout au long de la semaine ? Non, effectivement, j'ai trouvé ça effectivement sympathique. C'est comique parce que ça rebondit un peu sur ce sujet. Ma crainte finalement, c'est que ce soit finalement sympathique. C'est démontré assez régulièrement dans les médias, ce côté jovial. Et c'est vrai que ça participe justement à la solidarité envers le monde agricole. Moi, il y a juste un point qui me chiffonne un peu toujours. C'est pas contre les agriculteurs ou quoi que ce soit, mais lorsqu'on a des blocages pareils qui sont faits par les syndicats pour lutter contre la hausse du pouvoir d'achat, pour la baisse du pouvoir d'achat et la hausse de l'inflation, que ce soit dans le discours médiatique ou politique, on parle de prise d'otages, de danger. Ici, finalement, à croire que tout le monde est content de se faire bloquer. Je me demande combien de temps ce soutien va continuer. Mais je trouvais ça fort injuste par rapport au monde ouvrier qui se bat aussi pour souvent les mêmes revendications et qui se fait beaucoup plus agresser et pas du tout soutenir justement par la population, à l'inverse ici des agriculteurs. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La couverture médiatique est très gentille, je trouve, par rapport aux thématiques des agriculteurs. Elle est très bienveillante. D'ailleurs, j'adore, entre parenthèses, le sujet qui a été diffusé. Et le second point, c'est qu'on entend beaucoup de bruit de la part des agriculteurs. Et de l'autre côté, les responsables politiques qui devraient peut-être donner de la voix sont assez silencieux. Et moi, quand je vais dans les manifs et que j'entends ce qu'ils disent et que après j'entends les responsables politiques s'exprimer là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage entre ce que les uns demandent et ce que les autres leur répondent. Et moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils demandent qu'on rechange tout un système, ce que quasiment personne sur n'importe quel spectre politique est prêt à faire. Et donc, je me demande où est-ce qu'on va aller au final de tout ça ? Est-ce que les agriculteurs sont prêts ? Jusqu'où sont-ils prêts pour vraiment changer le modèle ?
Voilà, ça c'est une question pour le moment sans réponse. Oui, et en plus avec des demandes qui malgré tout sont assez diverses, ne sont pas toujours aussi claires que les demandes des syndicats qui parfois canalisent différemment les choses. Eh bien, on va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. L'un, juriste et politologue de formation, a une carrière de haut fonctionnaire détaché dans des cabinets, puis de député au Parlement régional. L'autre, politologue et juriste, a fait sa rapide carrière entre autres en cabinet ministériel avant de se présenter avec succès au régional de 2019. L'un est dans l'opposition communalo-fédérale et dans la majorité régionale. L'autre est dans la majorité communalo-fédérale et dans l'opposition régionale. Donc ils auront des choses à se dire. On va s'y retrouver. Et ils sont tous les deux du Grand Sud uclois qu'ils et elles entrent. Moi, ils ont ça en commun. Dans les experts cette semaine, Aurélie Tchekalski, députée bruxelloise et maire. Bonjour. d'Uccle. Et Emmanuel Debock, député bruxellois d'EFI. Bonsoir. Uccle. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure on vous regarde. Alors, on va commencer par vous, alors, Emmanuel Debock. Oui. D'abord, comment avez-vous vécu cette semaine sous le signe des agriculteurs à Bruxelles? Ils ont un peu épargné Uccle, ils sont juste passés par Uccle pour aller dans le centre. Oui, c'était un peu comme le grand débarquement en 1944. Donc, ils sont passés par... Vous étiez là? Non, mais on m'a raconté. Oui. Non, j'ai les cheveux blancs, mais quand même pas. C'est vrai que c'était assez impressionnant parce que je me suis retrouvé effectivement ce jour-là, la veille au soir, avec des barrages au fait de volant où les tracteurs effectivement jouaient avec les policiers pour arriver le plus près possible effectivement de la place du Luxembourg pour pouvoir effectivement manifester le lendemain matin. Ça a été un peu violent, on l'a vu sur les images, mais la colère, elle est bien réelle. C'est le résultat aussi de 20 ans de politique actuellement, de promesses, et puis surtout, à mon sens, de quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le niveau de vie, le pouvoir d'achat de ceux et celles qui travaillent dans l'agriculture et qui est le plus mauvais de tous les métiers, en fait. Et donc, on a des gens qui travaillent jour et nuit, qui investissent énormément d'argent, qui s'endettent énormément, qui prennent peu de vacances, c'est souvent des exploitations encore familiales, et qui, malheureusement, aujourd'hui, se voient contraints d'avoir le prix mondial des denrées qui leur est imposé et de voir un coût de production qui n'arrête pas d'augmenter avec les crises que l'on connaît. Et donc, il faudrait pouvoir travailler sur ces données-là pour améliorer le sort du pouvoir d'achat de chacun de ces agriculteurs. Mais Aurélie Tchekalski, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre d'un côté des non-bruxellois qui sont agriculteurs en Wallonie, en Flandre ou dans d'autres pays, et des consommateurs qui sont bruxellois et qui, eux, veulent essayer de payer le moins cher la nourriture qu'ils doivent manger? En tout cas, payer le prix juste de ce qu'on consomme. Et c'est vrai que peut-être qu'en tant que Bruxellois, on est moins proche de toute la problématique en lien avec l'agriculture, mais néanmoins, c'est ce qu'on consomme dans notre assiette. Donc on aime bien avoir des bons produits, une bonne viande, des légumes, et si possible, que ce soit une production la plus proche possible dans notre pays pour justement marquer une forme de soutien vis-à-vis de tous ces agriculteurs qui nous fournissent un peu les denrées et les aliments. Donc voilà, nous on est vraiment aux côtés de ces agriculteurs qui travaillent dur, on entend souvent non-stop. ça. Du côté du MR, les agriculteurs, c'est des indépendants, donc ils sont tous au MR. Mais il y a souvent eu des ministres de l'agriculture MR. Alors quand on dit depuis 20 ans on ne fait rien, est-ce qu'il n'y a pas un peu une responsabilité aussi? Mais c'est pas qu'on ne fait rien, on est à leur côté, à leur écoute, et là on entend leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur colère. Et mon président de parti, Georges-Louis Boucher, l'a dit il y a quelques jours sur les ondes radio. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est un agri-deal, un peu un stop réglementaire, parce qu'on comprend que les agriculteurs sont assommés de réglementations, de contraintes, aussi une simplification administrative, parce que par exemple, je prends l'exemple d'un agriculteur, quand il sort son tracteur de son terrain, il doit le mentionner dans une base de données et l'écrire quelque part à chaque fois. Et donc, c'est toute une série de petites contraintes qui viennent s'additionner, qui font qu'à un moment donné, ils en ont ras-le-bol et ils ne peuvent pas vraiment s'atteler à leurs tâches essentielles, au core business de l'agriculture. Emmanuel Debock, il y a une position de défi sur cette problématique-là, à la fois européenne et peut-être wallonne aussi, de normes et de contraintes?
Oui, donc la première chose qu'on peut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol de voir effectivement les agriculteurs européens, c'est pas que les Belges, devoir remplir un certain nombre de conditions, et on n'arrête pas de parler effectivement de ces clauses environnementales qui sont systématiquement de plus en plus sévères, et c'est vrai qu'il faut faire quelque chose par rapport à l'environnement, par rapport aux pesticides, par rapport aux insecticides, mais en même temps, on importe énormément, à travers les traités internationaux, je vais en parler, on importe énormément de denrées qui, elles, ne sont pas soumises aux mêmes règles. Et c'est ça le ras-le-bol, et la colère et l'injustice que vivent un certain nombre de personnes. Quand on voit par exemple effectivement que le bœuf argentin est importé, n'oublions pas que nous, en Belgique, nous sommes un pays aussi d'importation et nous exportons, on transforme et on exporte 2 fois plus que l'on importe. Donc on est évidemment très tributaire, on a besoin de ces accords de libre-échange parce que c'est ça qui fait aussi notre richesse, mais en même temps on a besoin d'être bien rémunéré. Et si vous regardez par exemple sur la question de la viande, on a importé ces 10 dernières années plus tout en exportant un peu moins. Donc vous voyez, les coûts de production augmentent et en même temps on exporte moins pour les agriculteurs, on produit moins et on importe plus. Donc ça veut dire aussi qu'on devient en fait, certes on est toujours gagnant parce qu'en fait on exporte plus qu'on importe, mais en même temps cette marge elle diminue au fil du temps et les coûts de production étant ce qu'ils sont, en fait ça paupérise complètement les agriculteurs. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les normes et les contraintes. Est-ce qu'elles doivent être plus sévères ou moins sévères? On a dit moins sévères, d'abord au niveau de la paperasserie comme on en a parlé, ce n'est pas tout, mais aussi sur les aides, les reprises des fermes, la transmission familiale de ces outils de production, et puis combien de fois il n'y a pas eu des catastrophes environnementales, des sécheresses ou trop de pluie, et les agriculteurs ils veulent un soutien toute l'année, pas seulement ici par rapport aux enjeux européens, ils veulent un soutien de leur politique toute l'année. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, on n'a pas toujours eu les politiques que l'on méritait. Fédéral et régional. Romuald Lamorté et puis Aurélie Checalfi. Il faut quand même attention à ne pas toujours se tromper de combat. Je trouve que quand on parle du combat des agriculteurs, toujours c'est un peu écologie contre les agriculteurs. Certains parlent même à la Chambre de diarrhée de normes environnementales. Il faut quand même rappeler les choses. Il y a des normes pour que ça se passe bien. Pour qu'on aille... On ne peut pas à un moment dans l'actualité dire « j'ai peur quand je bois de l'eau parce qu'il y a les PFAS, il y a des normes qui sont censées nous protéger » et dans un autre temps dire « en fait, il y a trop de normes environnementales dans l'agriculture ». Le citoyen, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être sûr que quand il mange quelque chose, il ait toutes les garanties nécessaires. Ça rejoint, on parle des clauses miroirs, ici avec Emmanuel Debock notamment, mais vous ne pouvez pas faire un pas devant et un pas derrière. Parce que si on fait des exceptions au secteur agricole, vous pensez que le secteur mobilité ne va pas demander des exceptions, le logement ne va pas demander des exceptions, et donc à un moment, tout le monde va dire « oh, moi aussi j'en ai un peu marre, je vais faire marche arrière pour que ça aille mieux ». Donc tout le monde doit aller en avant. Par contre, oui, la surcharge administrative, c'est un vrai problème, ces gens ont besoin d'être aidés, mais je ne pense pas que c'est en réduisant les normes qu'on va aller mieux et plus vite. Et tout l'enjeu, en fait, pour rebondir sur les réactions de mes deux... Du plateau. Du plateau, voilà. Je cherchais le mot. C'est où est-ce qu'on place le curseur, justement, entre cet équilibre entre les exigences environnementales, mais aussi l'économie, parce que qui mieux que l'agriculteur aime la nature, ses vaches, ses produits, sa terre et autres, et il est parfaitement conscient qu'il faut respecter son environnement, la nature et autres, mais pas à perte. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre entre les denrées qu'il va vendre. Ça veut dire qu'il faut un stop des normes écologiques, contrairement à ce que disait Romuald Lamorté? Nous, ce qu'on veut, c'est en tout cas une pause à un moment donné, parce que les agriculteurs sont la corde au cou. On a déjà des normes phytosanitaires qui sont assez élevées dans notre pays. Vous voulez dire plus strictes qu'au niveau européen? Non, moi je ne veux pas être plus stricte au niveau européen. Non, pour l'instant. Oui, mais elles sont élevées. Mais moi je ne veux pas non plus, pour rebondir sur tout ce qui est Europe et autres, quand il y a une directive européenne qui est lancée dans le droit et qu'on doit transposer, il ne faut pas non plus transposer à outrance. On transpose le texte tel qu'il est. Parce que sinon on se retrouve avec des disparités législatives et réglementaires et ça devient compliqué pour les agriculteurs de s'y retrouver. Des accords de libre-échange qu'il faudrait, c'est aussi parfois ce qu'on entend dans les manifestations, arrêtons de faire des accords avec tout le monde. Oui, est-ce que le libre-échange, Emmanuel Debock, c'est que pour les agriculteurs? Parce que là, on a parfois l'impression dans ces arguments-là de dire c'est des agriculteurs chiliens par rapport à l'agriculteur wallon. Alors, deux choses. Une proposition concrète, c'est le revenu minimum garanti pour des agriculteurs. Je pense que ça, c'est important de pouvoir avoir la reconnaissance de ceux et celles, les personnes physiques, pas les sociétés, pas les fermes, les personnes physiques qui vivent de cela. Donc c'est une proposition comme ça qui est claire, précise, et c'est que quelque part aux autorités publiques à payer ce revenu minimum garanti. C'est pas normal qu'ils gagnent moins que s'ils allaient au CPS, pour être clair. Sur les échanges commerciaux. Deux, les échanges commerciaux. Mercosur est un bel exemple.
il y a un blocage actuellement de l'accord de libre-échange Mercosur. On a fait le CETA. Il faut faire l'analyse de ces accords de libre-échange. Il y a des gagnants, il y a des perdants. La Belgique est un des États gagnants, mais il n'est pas gagnant partout. Il est gagnant sur certaines matières, le lait par exemple, ou la viande, et il est perdant sur d'autres, sur les céréales. Donc, il faut pouvoir, métier par métier, pouvoir faire les gains et les pertes et encadrer celles et ceux qui vont perdre, évidemment, et faire en sorte que ceux qui vont gagner dans ces accords de libre-échange puissent être solidaires de ceux qui vont perdre. Et c'est ce que disent tous les économistes. Et je vous le disais, on est un pays de transformation. On a construit notre richesse en Europe sur cette transformation. On importe des biens généralement de première nécessité qu'on transforme et qu'on revend. Si demain on fait le protectionnisme, on n'arrivera pas, effectivement, on aura une situation bien moins bonne que ce qu'on vit actuellement. On parle aujourd'hui dans le gouvernement bruxellois de circuits courts et qu'il y a moyen de livrer finalement les Bruxellois avec des produits beaucoup plus proches, faits par des maraîchers, et à bon prix, à un prix pas aussi élevé, parce qu'on va supprimer des intermédiaires. Emmanuel Debock, c'est sur votre ligne là, par exemple, le ministre Marron en a parlé cette semaine sur l'antenne de BX1. Oui, en même temps, je ne pense pas qu'on puisse généraliser. On avait dit que faire son pain avec le froment qu'on cultiverait au milieu du parc du Den, c'est pas possible complètement. Oui, mais bon, parfois on a des micro-projets et on a l'impression d'être devenu quasi autonome. Non, c'est pas possible. Donc on a 1 200 000 personnes à Bruxelles. On n'arrivera pas à aller, vous savez quoi, aller une fois à Mabru le matin à 6h du matin. Enfin, ou à minuit plutôt, parce que 6h du matin, ça commence à minuit, mais pour les plus tardifs, c'est 6h du matin. Mais allez voir comment ça se passe. C'est une fourmilière, vous avez le ventre de Bruxelles qui est là, qui est alimenté, et vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et il y a 30% de produits belges. Et il y a 30% de produits belges. Donc, mais donc, est-ce qu'il y a moyen quand même d'augmenter ce qui vient de Bruxelles? On parle dans les cantines, on pourrait utiliser... ça, c'est un choix responsable. C'est à nous aussi, en tant que consommateurs, d'acheter du produit belge, du produit local. Moi, je connais beaucoup de gens qui vont aujourd'hui à la ferme, qui font un peu de kilomètres. Il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles. Mais il y en a beaucoup autour de Brabant-Wallon. Oui, mais ça reste une des régions les plus pauvres. Et pour quelqu'un qui se dit, je vais dans ce discount market parce que je vais avoir mes tomates à, j'en sais rien, 70 cents du kilo. Ok, elles viennent du fin fond de l'Espagne. C'est pas possible pour tout le monde. C'est cher. Même si c'est cultivé à 20 km de la depuis la crise, non, c'est pas toujours ça marche moins bien. Les gens n'ont pas toujours le choix, en fait. Alors, c'est le problème du pouvoir d'achat. Oui, c'est pas le problème de la... Mais c'est ce que j'ai commencé par là. J'ai commencé à dire, c'est un problème de pouvoir d'achat. Il faut que les gens qui travaillent puissent être rémunérés. Et il faut aussi que les gens soient prêts à payer le prix. En Suisse, le litre de lait, c'est 1 euro. En Belgique, pour le producteur, hein, donc c'est 1 litre de lait, 1 euro qu'on lui rachète. Aujourd'hui, c'est 40 centimes en Belgique. Vous voyez la différence ? Il y a quelque chose dont on parle très peu aussi, parce que parfois j'entends les agriculteurs, ils sont énervés sur la grande distribution, mais le vrai problème, c'est les intermédiaires. À certains moments, dans le système actuel que l'on est, il y a des gens qui achètent, quand il y a c'est un peu plus calme, énormément de denrées, et puis après, ils les revendent à des prix énormes à des grossistes lorsqu'il y a un peu des problèmes de pénurie. Et donc, il y a un système derrière, il y a un système au niveau boursier avec des intermédiaires qui profitent de cela, et j'entends personne au niveau de la classe politique dire comment est-ce qu'on peut contrecarrer cette influence des intermédiaires, notamment là-dessus. Eh bien, on en reparlera certainement, ce problème d'agriculture, même si ce n'est pas le problème central à Bruxelles, mais par contre, le problème de nourriture et de pouvoir d'achat, ça l'est. Les quelques maraîchers bruxellois n'ont pas manifesté devant le cabinet du ministre de l'Agriculture bruxellois. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y a même un seul agriculteur bruxellois, en termes d'agriculture politique agricole commune. Donc, ceux-là n'ont pas manifesté, comme je disais, devant le cabinet Marron, même s'ils soutiennent leurs collègues wallons. Et il ne risque pas d'y avoir beaucoup de renouvellement dans le métier d'agriculteur à Bruxelles, avec une région dont la démographie patine. En hausse depuis de nombreuses années, on avait même parlé d'un pic à un moment donné, elle stagne à présent et pourrait même baisser dans les années à venir. Alors ça se traduit notamment sur les inscriptions scolaires. Le pic démographique est bien derrière nous à présent. La tension est plutôt dans le secondaire, en fin de secondaire, et bientôt dans le supérieur, plutôt que sur le maternel et le primaire, où on aura sans doute des classes et des écoles en trop bientôt. C'est ce qu'expliquait Caroline Désir, au micro de Fabrice Grosfilet.
Et en fait, il y a deux mouvements en même temps. D'une part, on arrive au bout de ce boom démographique. On voit déjà dans le maternel et dans le primaire que, en fait, la démographie diminue. Et dans le même temps, on a investi énormément pour ouvrir davantage de places. Mon collègue Frédéric Dardenne a encore lancé un appel à projet de l'ordre de 61 millions d'euros pour clôturer les créations de places. Il y a 21 projets qui sont sur les rails. À terme, ça fera 5000 places supplémentaires dans le secondaire, ordinaire et spécialisé. Et donc, en fait, ce double mouvement fait que la démographie va bientôt diminuer et le fait qu'on ouvre encore des places fait qu'on va donner un peu d'air au système et que les gens vont retrouver, les parents et les élèves vont retrouver un peu de marge de manœuvre dans le choix de... Mais ce ne sera pas encore le cas pour la rentrée 2024. Alors, ce sera le cas pour quoi 2026, 2027 ? Oui, déjà même 2025. Déjà en 2025. Il y a encore une école qui va ouvrir à Berchem. Donc vous voyez, chaque année, ça va un petit peu mieux. Ici, cette année, on a légèrement moins de formulaires uniques d'inscription que l'année passée et légèrement plus de places. Donc on retrouve un peu de marge de manœuvre chaque fois. Alors Aurélie Tchaikalski, c'est merveilleux. Avec moins d'habitants à Bruxelles, ça ira mieux pour les inscriptions. C'est une bonne nouvelle. Le MR devrait savourer cette position. Le MR attire l'attention du ministre-président depuis quelques années maintenant sur le sujet. Et à chaque fois, le ministre-président Vervoort balaye d'un revers de sa main nos remarques à ce sujet concernant la fin du pic démographique. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est le nombre de Bruxelloises et de Bruxellois qui quittent Bruxelles chaque année. 45 000 contre 24 000 entrées. Donc ça vous laisse un peu le temps de faire... Pourquoi voilà, ils partent parce que c'est compliqué d'acheter, parce que c'est compliqué en matière de mobilité, en termes de qualité de vie au sens large. Et donc, il y a réellement un problème d'accès au logement. Et on le voit bien quand on est jeune, on sort de l'université, d'une haute école. Pour son plan de vie, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire ses calculs. Donc, soit on a papa et maman qui viennent donner un petit coup de pouce pour qu'on puisse devenir propriétaire, pour avoir un petit peu un apport, pour que la banque puisse donner son go dans le prêt, ou bien alors il faut essayer des mécanismes qui existent et avancer là-dedans. Je pense notamment au fonds du logement qui, pour moi, n'est pas assez... doté, c'est ça ? Non, on n'est pas assez connu en la matière. Et je pense que c'est un formidable outil, une formidable aide pour les jeunes qui veulent se lancer dans la vie de propriétaire. Ça reste quand même très cher, même un premier achat. C'est hyper restrictif. Surtout qu'ils avaient refermé en plus la voilure entre guillemets sur les gens qui avaient accès et ça reste encore plus compliqué. Emmanuel Debock, cette baisse démographique, est-ce que c'est un danger ? On voit que dans toutes les grandes villes, ça baisse. On voit Paris a perdu aussi des habitants. Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que c'est un bien pour Bruxelles ? On aura peut-être plus de qualité de vie s'il y a moins de monde. Ou est-ce que c'est un mal parce qu'au niveau économique et fiscal, c'est un danger ? Alors, il faut faire attention parce que donc, on continue à augmenter le nombre d'habitants de valeur absolue. Par contre, la croissance diminue. Et donc, attention à ce que l'on voit. On est passé en quelques années d'1 million d'habitants à 1,2 million d'habitants. Vous voyez quand même cette croissance de 20%. On n'a jamais été aussi nombreux. Exactement. Voilà. On a dépassé les pics des années 70. Où on avait connu un premier phénomène effectivement d'exode urbain. On a vu l'attractivité en réalité des institutions européennes, le fait qu'on soit la capitale de l'Union européenne, la croissance de 12 pays à plus de 20, presque 30 à un moment donné. Mais alors le Brexit, maintenant, on nous pèse aussi puisqu'on a perdu l'Angleterre. Il y a un phénomène d'attractivité qui est très important sur Bruxelles, avec effectivement cette hausse de prix qui est à la fois liée peut-être aux trop peu nombreux logements par rapport à la capacité financière des uns et des autres, et au choix, effectivement, et le Covid n'a rien arrangé, de choisir entre la deuxième couronne et la périphérie proche. Vous n'êtes pas comme à Paris, je veux dire, à quelques kilomètres près, vous payez 30% de moins, et les gens choisissent effectivement pour le même prix un cadre peut-être plus agréable. Oui, mais est-ce que c'est une chance ou un danger ? Non, c'est un vrai danger, sur les revenus fiscaux, je l'ai déjà expliqué de nombreuses reprises, on perd à cause de cet exode de la classe moyenne en particulier. Je vais vous donner un chiffre intéressant, c'est 200 millions d'euros par an de revenus, de recettes. 200 millions d'euros qui ne vont pas à des politiques sociales. J'ai regardé... Ou au métro. J'ai regardé, par exemple... ça paierait le métro, pour être tout à fait clair. Si vous regardez, par exemple, le nombre de gens qui gagnent plus de 2500 euros par mois net, qui est un revenu confortable, certes, mais qui n'est pas non plus la panacée. Vous avez 14% des déclarants, seulement à Bruxelles, qui gagnent ce montant-là. On est au double dans le Brabant flamand. On est au double à 26% en Brabant wallon. Donc aussi se pose la question de la pauvreté qui en déduit. On a 2 fois plus de pauvres que dans les autres provinces.
et de la question aussi de la rupture des solidarités. Si évidemment il n'y a plus de gens de la classe moyenne supérieure pour payer leurs impôts ou payer moins d'impôts puisqu'il y en a de moins en moins, eh bien on va devoir aller chercher chez plus de gens. Alors que fait le gouvernement bruxellois pour faire en sorte que les Bruxellois ne quittent pas Bruxelles? Donc moi j'attire l'attention. Alors effectivement, je pense par exemple qu'il faut pouvoir à un moment donné baisser l'impôt sur le travail. On a vu qu'au fédéral, on n'arrivait pas à faire une réforme fiscale ambitieuse telle qu'elle était proposée qui touche les bas salaires. Moi, par exemple, je salue les communes qui ont baissé leur IPP, leur impôt des personnes physiques, parce que ça, c'est un impôt qui pèse sur le travail. Et on paye dans les communes jusqu'à 7% d'additionnels communaux. Eh bien, diminuer de 7% les additionnels communaux, c'est possible. C'est vrai qu'on a un abattement fiscal, par exemple, à l'achat aujourd'hui, mais qui coûte plus de 250 millions d'euros. Qui est très coûteux. Et j'ai interrogé, par exemple, le gouverneur de la Banque nationale, M. Wunsch, qui est un libéral, sur cette question, notamment du subside à l'achat qui concerne en fait 8000 ménages par an. Ben, c'est un subside qui est certes intéressant pour celles et ceux qui en profitent, mais qui, en réalité, pousse les prix à la hausse. Et ce subside-là, en fait, finit dans la poche aux 3/4 du vendeur. Il y a la concurrence. Donc, tu as un effet pervers. Exactement. Donc, en fait, pouvoir aider à la fois les locataires et les propriétaires, c'est peut-être plus intéressant de donner à tout le monde un chèque de 1 000 € pour pouvoir se loger, soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire, avec un meilleur dossier, du coup, pour son crédit hypothécaire. Regardez aujourd'hui comme les banques qui ont rendu plus difficile l'accès au crédit hypothécaire, en l'occurrence, font baisser les prix. On a à Bruxelles une baisse de 10% au moins de la valeur des prix par rapport à l'année passée. Parce qu'il y a moins de crédits hypothécaires et qu'on ne donne plus autant de facilités qu'auparavant. Parce qu'ils sont très hauts en plus. Exactement. Donc ça tasse le marché. Et par contre, sur le locatif, là, par contre, il y a une très forte concurrence. Et aujourd'hui, moi, j'entends des agents immobiliers qui me disent en 2 jours, les appartements sont reloués et à des prix, malheureusement, très élevés. Je laisse la conclusion à Aurélie Czekalski et après, nous passons à une autre rubrique. Mais non, la conclusion, c'est si on veut garder les jeunes bruxellois dans notre région, il faut travailler sur tout ce qui est logement. Donc, ça va du fonds du logement, des garanties locatives, des prêts à taux préférentiels. C'est là-dessus, sur l'acquisitif social aussi. Donc, il faut travailler sur plusieurs volets et faire en sorte qu'on ait une capitale dynamique, jeune. Je vois quand même une différence entre vous sur le fond du logement. Je suis plus libéral qu'Aurélie. Eh bien, on va passer à présent à nos têtes d'affiche et on verra qui sera le plus libéral des deux. Je vous propose des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine, à vous d'en choisir un ou une, et de commenter votre choix en bien ou en mal. Aurélie Czekalski, vous allez commencer. Je vous propose 4 stars de la semaine. Tout d'abord, Charles Michel, dit « tu veux ou tu veux pas » être candidat aux européennes. Alain Delon, qui déclare vouloir tirer sa révérence et qu'on le laisse partir. Éléonore Simonet, fille d'eux et candidate et maire au communal à Woluwe-Saint-Lambert. Ou Cynthia Bolingo, athlète distinguée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette semaine. Alors Charles, Alain, Éléonore ou Cynthia? Écoutez, je vais mettre en avant Éléonore, que je connais bien. C'est une amie d'ailleurs. Et je suis ravie qu'elle se lance en politique. Pour être clair, Éléonore est la fille de Jacques Simonet, qui est décédé, qui a laissé 2 enfants. Oui, Henri et Éléonore. On parlait beaucoup d'Henri comme successeur, et finalement, c'est Éléonore qui se présente au communal. Oh oui, mais vous savez, mais son grand frère aussi adore tout ce qui est la politique belge bruxelloise. Mais je suis ravie qu'Éléonore se lance en politique parce que c'est quelqu'un vraiment... outre d'être très sympathique, qui est à l'écoute des gens. Elle est très active depuis quelques années maintenant aux côtés d'Amélie Pense et de Steve Detry au sein de la section MR de Woluwe-Saint-Lambert. Elle va sur le terrain, elle fait du porte-à-porte, vraiment à l'écoute. Et je suis certaine qu'elle apportera aussi, comme on dit, un vent de fraîcheur au sein de notre mouvement, où on sait très bien, en politique, ça doit être un éternel renouvellement. Elle a une 20aine d'années, je ne connais plus son âge exact, voilà, elle ne m'en voudra pas, mais on a besoin de nouvelles personnalités qui viennent un petit peu apporter une autre dynamique. Ben justement, j'en ai une pour Emmanuel Deboc aussi. Ludivine de Magnanville, candidate défi au régional. Victor Labine, soi-disant espion russe à Bruxelles, selon The Insider. Hugo Bros, l'entraîneur de l'équipe de foot d'Afrique du Sud, qui a sorti le Maroc de la CAN. Ou Annick van den Bosch, syndicaliste de l'Aise, candidate PTB à la Chambre. Alors Ludivine, Victor, Hugo ou Annick? Je vais prendre l'espion russe. Alors attention, c'est tellement plus drôle. Il dit qu'il n'est pas espion.
Voilà. Donc on respecte ce que lui dit. Voilà, il dit qu'il n'est pas Les espions disent généralement pas qu'ils sont espions. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, je ne pense pas l'avoir rencontré. Il est à Uccle, hein. Il vit à Uccle. Il paraît, j'ai lu ça dans la presse. L'ambassade. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en vie. Mais on a l'ambassade de Russie justement sur le territoire de la commune d'Uccle. Et c'est vrai que pourquoi j'ai choisi, parce que nous sommes la région de tous les paradoxes en réalité, de toutes les capitales internationales, l'OTAN, l'Union européenne, avec énormément de pression internationale et évidemment avec un lobby et un nid d'espions qui est assez, pas que des Russes, il y a des Chinois, il faut pouvoir le dire. Et donc je pense qu'on devrait se méfier effectivement de cette zone grise dont on ne parle peu et qui malheureusement en fait travaille en sous-main à d'autres desseins que ceux qu'on défend. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si Aurore Romuald, dont une des personnalités dont on a parlé, qui suscite leur intérêt. Hugo Broos, parce que c'est un entraîneur que je suis depuis nombreuses années. Il a gagné une fois la CAN, si je ne me trompe pas, c'était avec le Cameroun en 2016. Exact. Et donc, je lui souhaite d'aller le plus loin possible avec l'Afrique du Sud, parce que ça sera sa retraite après ce tournoi. Tout à fait. Et puis, avant d'être entraîneur, il était grand joueur. Absolument. Anderlecht. Alors, Aurore, vous aviez un commentaire? Non, pas spécialement. C'est moi le foot, ça fait... Non, mais vous n'étiez pas obligé de parler d'Hugo Broos non plus. Alors, 5 informations qui vous ont ravi ou énervé. Emmanuel Deboc, c'est vous qui allez commencer. L'accord préélectoral à Woluwe-Saint-Pierre, Alliance Serex-Bertrand. Gaza, l'UNRWA en question. 10 pays occidentaux ne veulent plus la financer, mais la Belgique, oui. À Paris, la Joconde en a soupé. 2 militantes ont taché sa vitre de protection. Le rapport final sur la décolonisation enterré après 2 ans et demi de travail. Ou l'Union Saint-Gilloise qui reçoit le label écodynamique régional. Que choisissez-vous? Sans stade, mais avec un label. Je vais prendre l'accord préélectoral à Woluwe-Saint-Pierre. Oui, mais je trouve que c'est intéressant de voir effectivement des gens qui assument le fait de faire une liste commune et de porter un nouveau projet. Et je trouve que ça tranche peut-être parfois avec des accords préélectoraux qui se font en sous-main. Et je pense que soit on le dit aux électeurs et on le fait avant, soit on le fait après, mais on est transparent effectivement par rapport à ça. Ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas toujours facile. Je comprends aussi les contingences parce il faut faire confiance à l'électeur. L'électeur peut aussi ne pas donner les majorités qu'on souhaite. Mais là, au moins, en tout cas, c'est clair, c'est net, il y a une liste commune. Et même, c'est fait très en amont des élections, ce qui permet aux autres partis aussi de pouvoir se positionner par rapport à cet accord. Donc, pour le côté visible, je trouve que c'est bien de l'avoir fait comme ça. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à Uccle. On pourrait faire ça à Uccle aussi, oui. Bon, voilà. Moi, je laisse les électeurs trancher. On m'a dit que MR Écolo faisait une liste commune. Il prêche le faux pour connaître le vrai. Mais ça, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Chez Kalski, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Non, nous nous présentons sur une liste MR, liste bourgmestre. Liste du bourgmestre, oui. Alors, vous choisissez une autre info qui vous aurait... ravi ou énervé? Je vais choisir l'Union qui reçoit le label écodynamique. Comme ça, vous verrez que même depuis l'opposition, on ne fait pas que critiquer. J'ai vu passer justement quelques images du ministre sur le terrain, dans le stade. Et ça me permet de faire le lien justement avec tout ce qui est transition climatique, énergétique, des bâtiments, des centres sportifs, culturels, des bâtiments publics. C'est vrai qu'il faut accélérer cette transition, mais il faut l'accompagner. C'est pas simple, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et c'est vrai qu'un stade de foot est un lieu emblématique où il y a pas mal de choses à faire pour réduire sa consommation d'énergie, mieux entretenir la pelouse et autres. Et donc ça prouve que via la recherche et le développement, on peut accélérer cette transition. Alors, tant que je vous ai tous les deux, on a commencé à parler un peu de la commune. Donc, rapidement, Reggie Shekalski, vous serez sur la liste du bourgmestre. J'ai écrit ma petite lettre de motivation. Donc, vous espérez être sélectionné. Mais normalement, je suis shortlistée, mais j'ai écrit ma petite lettre de motivation à mon bourgmestre, Boris Diès, en expliquant pourquoi je voulais continuer mon travail en tant que conseillère communale. Vous n'avez pas d'autres intentions à eux? Non, je suis députée au Parlement bruxellois, donc comme vous le savez, nous ne pourrons pas cumuler. Et vous, Emmanuel Deboc, est-ce que vous serez sur la liste défi à Uccle? Alors, je suis conseiller communal, effectivement, et donc je suis chef de l'opposition pour mon parti. Et c'est vrai qu'on souhaite en tout cas casser l'alliance MR Écolo qui est très néfaste pour les Uclois et faire tout pour que cette alliance puisse
se faire dorénavant avec Défi et de préférence avec le MR. Voilà. Oui. Et vous mènerez la liste Défi ? Alors, il faudra voir quel type de liste ce sera. On n'en a pas encore discuté. Et puis, mais a priori, c'est moi le chef de file local. En tout cas, c'est comme ça que les électeurs internes de Défi l'ont voulu. On verra ce qui se passera évidemment d'ici là. Très bien. Alors maintenant, je vais vous présenter une tendance de la semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça s'appelle l'africation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est africation, c'est A2F. Et cela n'a rien à voir avec l'Afrique, parce que certains ont cru qu'il y avait un lien, il n'y en a pas. L'africation, en fait, c'est une figure de prononciation qui consiste, souvent pour les plus jeunes, un peu, ça se voit sur YouTube, sur TikTok, pour les plus jeunes, à prononcer les T et les D comme des tch ou des dj. Je tch John, par exemple, comme dirait Jean-Jacques Goldman, mais c'est aussi adieu, samedi, etc. Ça peut ressembler un peu à l'accent québécois, qui fait aussi une africation qui place le S après le T, comme il dit petit. Vous le faites très bien, en tout cas. Oui, je le ferai très bien. Et il y a un siècle, par exemple, même à Bruxelles, on roulait les R, comme on les roule encore parfois dans le centre. Hein, on roulait les R comme ça. Donc, la prononciation... C'est un bêtisier ici. Voilà. Et donc... Je ne sais pas, est-ce que ces problèmes de... Enfin, c'est pas, cette évolution des prononciations, est-ce que ça vous fait réagir d'une manière ou d'une autre, Emmanuel Debock ? Ah, si vous rajoutez la prononciation inclusive, alors on a la totale. Je ne l'ai pas rajoutée, mais vous pouvez la rajouter. Non, mais ça n'a pas de bon sens, comme diraient les Québécois. Voilà. Très bon accent. Et vous, Aurélie Tchekalski, est-ce que vous étiez au courant de cette africation ? Alors, pas du tout, vous me l'apprenez, donc j'ai bu vos paroles. Oui. Je viens d'une famille d'enseignants, de profs de français, donc je suis assez attachée à la langue française. À la prononciation. Voilà, à la prononciation. Quand j'étais plus jeune, j'ai suivi des cours de diction, de déclamation, donc je trouve ça très important. Mais ça me permet de faire le lien, que ça ressemble un petit peu au ch'ti, si je peux me permettre. Et je fais un petit clin d'œil à ma famille qui habite dans le nord de la France. Voilà. Alors, toxicomanes de plus en plus nombreux dans la rue, paxons de cocaïne et argent cash découverts dans un cabinet, règlement de compte mortel entre trafiquants en pleine rue, procès monstre d'un réseau de narcotrafiquants. Bruxelles est au centre de nuisances dues à la drogue. Alors, comment en sortir ? La réponse de Philippe Claus, c'était mardi matin dans Bonjour Bruxelles. Vous aviez conscience du caractère tentaculaire de ce trafic avant que cette grande enquête jette tout cela sur la place publique ? Ce qu'on a eu conscience, c'est que dès que Frédéric Deleu, le procureur fédéral, nous a contactés, parce qu'il a demandé l'appui des zones locales pour venir aider à déchiffrer, ce qu'IS c'est en fait un opérateur GSM, si on veut mécrypter. On a été aidé, le parquet fédéral. Donc c'est grâce aussi à l'action des polices locales, en appui de la police fédérale, qu'on a pu démanteler tout cela. La preuve que l'on peut travailler sur le démantèlement des réseaux. Mais à côté de ça, je le répète, la drogue, c'est à la fois des actions de police très dures sur le trafic, mais c'est aussi un gros problème de santé publique, il ne faudrait pas l'oublier. Ouais, et donc ça veut dire qu'il faut toujours penser à ouvrir les salles de consommation protégées de manière à essayer de... consommation, on doit se poser la question, pourquoi les gens se droguent ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que toutes les familles sont touchées. Et donc, à la fois, il y a le travail de lutte contre le trafic, et on montre que la police peut avoir des résultats, mais même si on a saisi des dizaines de tonnes de drogue, on pense que c'est 10 à 15% de ce qui rentre en Belgique. Donc, on collabore avec la police d'Anvers, c'est aussi important de le souligner. Souvent, on nous oppose Bruxelles et Anvers. On a donné vraiment des moyens et on s'est mis à leur disposition. Ce matin, la conférence des bourgmestres va recevoir le ministre de la Justice pour notamment parler de ça. Donc, c'est quoi ? Mais alors, je voudrais dire que le bourgmestre Philippe Claus, même s'il m'a confondu avec Frédéric Van Leu en disant Frédéric Deleu, ce qui m'honore, la réponse donc du bourgmestre, c'est on travaille. En fait, c'est ça. Alors, est-ce que ça suffit ? Est-ce que la réponse actuelle des pouvoirs publics, à la fois fédéraux, et régionaux et communaux, ça suffit pour cette lutte contre la toxicomanie ? Aurélie Tchekalski. Non, ça suffit pas. J'interpelle le gouvernement bruxellois depuis le début de la législature parce que moi-même, soit je suis confrontée à voir des personnes, des toxicomanes qui se shootent à la vue de toutes et tous dans des stations, ou bien nous sommes interpellés par des gens qui fréquentent certaines stations de métro à n'importe quelle heure de la journée et qui voient des gens se piquer. Donc c'est très interpellant, ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit, il y a quand même une détresse humaine là derrière tout ça. Et ces signalements, qu'est-ce que la ministre Van den Brand dit, sont en augmentation. 1200 signalements en 2022. Et on constate aussi que c'est le crack qui est une
la drogue qui est la plus consommée et a vu une forte augmentation de tout ça. Alors moi, on m'a un peu baladé d'un ministre à un autre, une fois Van den Brand, une fois Vervoort, une fois Marron. Peut-être qu'au fédéral, vous auriez eu plus de chances d'avoir une réponse au ministère de l'Intérieur. Voilà, peut-être parce que le MR est au fédéral et donc justement on essaie d'être plus efficace. Mais non, plus sérieusement, nous devons être aux côtés des agents de la STIB qui sont confrontés à ces personnes et des usagers qui empruntent les transports en commun à n'importe quelle heure de la journée. Et donc, je suis convaincue qu'une prise en charge plus rapide de ces personnes par des associations de terrain qui font un boulot formidable. Mais comme c'est la partie consommation, ça, c'est pas la partie trafic. Or, ce qu'on voit, c'est que le trafic a l'air d'être encore plus important. Une prise en charge des consommateurs, mais aussi, à un moment donné, des sanctions à l'égard de tous ces dealers, de ces trafiquants d'êtres humains qui profitent de la faiblesse de certaines personnes pour dealer. Et donc, il faut aussi que la police et justice travaillent main dans la main, pas juste arrêter quelqu'un et puis le relâcher quelques jours plus tard. Il faut que ce soit suivi de sanctions effectives et plus élevées. Emmanuel Debock. Moi, je vais être beaucoup plus sévère parce que je crois vraiment que ce que l'on vit n'est pas nouveau. Et que ce n'est pas de la responsabilité de la région bruxelloise. C'est une responsabilité politique collective. Et je ne veux pas pointer un parti en particulier, même si le MR est au pouvoir depuis un certain nombre d'années. Mais collectivement, il n'y a pas... Et de tous les niveaux ou bien au niveau surtout fédéral, par rapport à la justice, il y a un désinvestissement chronique depuis 10 ans, depuis le gouvernement MR-NVA. Depuis 10 ans, on a désinvesti dans la justice. Tous les magistrats vous le diront, tous les policiers vous le diront. Si on mettait ne fût-ce que le même nombre de policiers qui sont à Zaventem dans les gares bruxelloises, et il y a autant de voyageurs tous les jours dans les gares bruxelloises qu'il y en a à Zaventem. Donc regardez les fichiers de fréquentation, il y a autant de millions de voyageurs dans les deux endroits. Il y a 400 policiers à Zaventem, il n'y en a même pas 100 sur l'ensemble des gares bruxelloises. C'est pour vous dire qu'en fait, on ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, avant de s'occuper effectivement de la consommation et qui est de la prévention en réalité, et ce n'est pas le même métier, il faut pouvoir assumer la recherche et la baisse de ce trafic. Et je suis très inquiet de voir, comme le disait le juge Claes, qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant saisi de drogue sur Anvers ou sur Bruxelles. On n'en a jamais autant saisi. Mais on sait que c'est une goutte d'eau. Du cannabis, c'est ce que disait Philippe Claes. Du cannabis, de la drogue, et ça a un coût sociétal. Et la violence et le règlement de compte n'ont jamais été aussi visibles aussi. Et c'est 5 milliards. Il y a une étude en 2016, elle date déjà, 2016, de professeur de la VUB, je pense, et de Kent, qui avait chiffré à 5 milliards le coût pour la Belgique de ce trafic de drogue, qui maintenant a certainement doublé. 5 milliards, c'est 500 € par habitant en politique sociale qu'on n'a pas. Et pire, le blanchiment de cet argent. Est-ce que vous croyez sincèrement que la hausse du prix de l'immobilier n'est pas aussi un petit peu due à cet argent sale qui est réinvesti au fur et à mesure dans notre économie ? Ça, c'est la vraie question qu'on peut poser. Aurore Pénois. Moi, je me disais juste, effectivement, ça fait quelques années qu'on se voit sur ce plateau, ça fait quelques années que d'un côté, il n'y a pas assez de policiers, de l'autre côté, une fois qu'ils arrêtent les trafiquants et autres, en fait, au final, il n'y a pas de suivi. C'est d'ailleurs sur plein d'autres dossiers, j'ai l'impression qu'on parle, les élections arrivent, mais en fait, il n'y a jamais de solution. On voit que dans les autres pays, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions non plus. Parfois, il y a un décalage. Oui, mais c'est pas une excuse. Voilà. Il y a un décalage entre les annonces. Il y a eu, on s'en souvient, il y a quelques mois, l'attentat à Bruxelles, et directement, ce qu'on a dit, c'est on va recruter des gens au niveau de la police judiciaire fédérale, des magistrats. Et je pense qu'à un moment, il faut dire la vérité aux citoyens et aux gens qui nous écoutent, nous regardent. Ça prend du temps de former les gens pour qu'ils arrivent à la police judiciaire fédérale. C'est pas parce qu'on dit qu'on va engager 50 équivalents temps plein qu'on va les trouver. Les magistrats, ils sont pas toujours désireux d'aller dans ces fonctions parce qu'il y a un problème au niveau de la justice de travail. Si vous prenez les syndicats policiers, à la police fédérale, ils estiment qu'il manque 15,4% de gens. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Il manque quasiment 2000 personnes. Alors, à un moment, c'est pas tout de dire qu'on va transférer des gens, qu'on va les recruter. Il y a un manque chronique de personnes et il faut répondre et ça va pas se faire en un jour. Ça prend du temps, ça prend des années pour résoudre ce problème. Il faut s'y attaquer dès maintenant. J'ai la parole à la défense. Des mesures, il y en a, et on l'a vu encore il y a quelques jours, notamment aux alentours de la station Isère à Bruxelles, des actions de police, on appelle ça les actions FIPA, c'est des grosses actions de police coordonnées, mais aussi avec des acteurs sociaux, des associations donc, mais aussi la police, les services de secours, les services de la STIB, et on voit que ces actions, elles fonctionnent quand à un moment donné. C'est ça qu'il faut multiplier. Oui, il faut multiplier parce qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai que ça demande des gros moyens, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Emmanuel Debock, je vous laisse conclure sur ce dossier. Oui, je vais dire que c'est non seulement le personnel, mais c'est aussi des moyens pour que aujourd'hui, on actualise, on modernise en fait les outils des personnes qui luttent contre la fraude.
en blanchiment ou en drogue, il y a des tas de dossiers pour lesquels on n'a pas pu poursuivre parce qu'on n'avait pas les moyens informatiques de pouvoir extraire les données. Les logiciels n'étaient pas compatibles. Donc on a une guerre de retard par rapport aux narcotrafiquants. Et donc ça c'est une réalité. C'est pas que du personnel humain, c'est aussi des moyens technologiques de pointe, parce que eux, ils ont les moyens et remettons l'argent dans le cadre du procès Sky, on a quand même saisi une messagerie. Donnons l'argent des saisies aux policiers, aux magistrats, pour qu'ils améliorent les techniques d'enquête. Or, ce n'est pas fait aujourd'hui. Alors, on rit toujours de ces habitants qui ne veulent jamais d'un aéroport, d'une boîte de nuit, d'un coq, d'un restaurant, d'un centre pour migrants ou de logements sociaux juste près de chez eux. Mais qui sont toujours d'accord si c'est loin de chez eux. C'est ce qu'on appelle les NIMBY, Never in my backyard, jamais dans mon jardin. Alors, exemple à Uccle. Dans ce quartier paisible d'Uccle, cette friche fait l'objet de nombreuses crispations pour les riverains. Le terrain appartient à Binôme, une société immobilière de service public. Depuis 2016, elle prévoit la construction de 3 bâtiments de logements sociaux. Mais pour certains habitants de la rue, il y en a déjà trop. Si en face de chez moi, j'ai encore d'autres appartements sociaux, j'en ai déjà un peu. Si ça continue ici sur toute la longueur, moi je pars. Hein. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est pas qu'on ait quelque chose contre les logements sociaux, il en faut. Mais il y en a suffisamment. Le quartier entier est un logement social. Alors quand le directeur de Binôme arrive sur place, des tensions apparaissent. Ils enfreignent toutes les règles possibles et imaginables que l'État met en place. Monsieur, c'est faux. Allez, si. Il y a eu des permis, il y a eu des demandes de permis, il y a eu des consultations. Ah ben oui, la demande de permis, c'est la moindre des choses. Il y a eu des recours. Donc on y va comme ça, gaiement, on construit, on bétonne. Les plénatures à Bruxelles, ben voilà, c'est pas grave, on s'en fout quoi. Le droit au logement, c'est... Mais le droit au logement, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais on s'en fout pas du droit au logement, non, on peut pas dire ça. Assez, c'est assez, on est fatigué, frustré par ça, j'en appelle un peu à la raison. Il y a une urgence, une réelle urgence en termes de logement social, en tout cas sur Bruxelles et surtout sur UTXL. On doit mettre les bouchées doubles et ici, on est chaque fois bloqué. Donc j'en appelle à la raison au groupe écolo et maire en partie, mais en tout cas au groupe écolo, pour que l'urgence et que le droit au logement soit pas qu'une phrase dans un programme, mais réellement appliqué sur le terrain comme ici. Pour la commune, le problème est ailleurs. Selon elle, le projet ne respecte pas la biodiversité du site. En apprenant que Binôme allait bientôt entamer le chantier, Uccle a décidé d'introduire un recours en extrême urgence auprès du Conseil d'État. On n'est pas contre le développement d'un projet. Nous disons que le projet tel qu'il a été autorisé par la région s'inscrit en intérieur d'îlot, va entraîner la disparition de plus de 50 arbres et va abîmer la zone humide. Le Conseil d'État rendra sa décision ce jeudi. Alors, Aurélie Czekalski, vous êtes dans le quartier, oui, hein, tout à fait. Donc ce problème de NIMBY, d'abord, quel est votre avis en tant que riveraine? Est-ce qu'il faut enlever les arbres ou construire les logements sociaux? Non, alors vous savez, c'est déjà un quartier qui est dense. C'est à 2 pas du Mel Creek, le quartier du Mel Creek à Uccle, et il y a des logements sociaux dans ce coin-là. Donc il y a une grande densité de population. Il n'y a pas beaucoup d'espaces verts et on le sait à Bruxelles, il y a un Bruxellois sur 5 qui n'a pas accès à un espace vert à proximité de son ville. Donc non, je trouve que oui, il y a du logement social, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Il y a pas mal de logements. Non, je suis pas parce que je suis pas d'accord avec l'intitulé de votre reportage, NIMBY, non. Mais là où il y a des logements vides, des logements qui doivent être rénovés, pourquoi pas? J'ai pas de problème à ça. Mais c'est un quartier qui est déjà fort concentré. Venez un petit peu chaque matin voir au croisement au Bourdon, chaussée de Drogenbos, les gens qui sortent à Stal et autres. Eh ben, c'est compliqué. Même si on a des transports en commun, c'est compliqué. Et les donc, écolos si vous voulez de votre du vivre ensemble, la Uccle, cohésion ils sont sociale, d'accord avec vous? Les écolos sont d'accord avec nous, puisque vous savez, c'est une décision du collège. Et donc, nous sommes en majorité vous êtes avec ensemble écolos. Mais par contre, j'ai été super choquée de la vidéo de la secrétaire d'État, Madame Benamou, il y a 2-3 jours, en disant oui, qu'est-ce qu'il y a là? C'est des trous à renards, la lucarne cerf-volant, enfin, c'est de petits insectes qu'on doit protéger. Et je trouve que c'est vraiment dénigrer la biodiversité sur ce petit site. Quel est l'avis de l'opposition? Donc nous, on soutient le recours. Alors c'est vrai que peut-être pas pour les mêmes raisons en réalité. Parce pour lesquelles? je vais vous les expliquer. Parce que en fait, effectivement, il y a 5 quartiers denses. Il y a la plaine du Bourdon qui a été construite. On a plus de 70 logements qui ont été construits juste à côté. C'est un quartier qui change effectivement énormément. Mais surtout parce qu'il y a une dichotomie. Aujourd'hui, on se sert de l'écologie pour empêcher de construire des logements. Et c'est vrai qu'écolo, là-dessus, n'est pas clair. À la région, il veut du logement.
il pousse à avoir du logement. Et puis, quand il amène des projets de logement, c'est toujours un bloc de béton avec des logements partagés pour tout le monde, alors que nous avons une vision de la mixité sociale, de faire en sorte que cet habitat social soit dispersé dans la commune. Si c'était un habitat mixte, vous seriez d'accord. Alors, mais c'est un quartier oui, déjà d'une part. mixte. Et alors aussi, il y a un autre problème, c'est que sous la dernière législature, on a donné des permis et on a abattu plus de 6000 arbres. Donc c'est drôle, on parle ici d'un projet à 50 arbres, alors que sur l'ensemble des projets des 6 dernières années, il y a eu plus de 6000 arbres abattus pour construire. Et pour construire pour le privé. Et c'est là que ça devient très intéressant de voir qu'il y a 260 appartements aujourd'hui vides de logements privés sur Uccle, 1500 sur la région, c'est Trends Tendance qui donnait ces chiffres. 20% donc de ces appartements sont sur Uccle, alors que nous n'avons que 7% de la population régionale. Et on ne prend pas sa part de logement social public. On est à 4% en fait. Et comme on construit plus vite des logements privés que de logements publics, il y a cette baisse relative en fait de logements publics. Alors est-ce qu'il faut faire du logement public à tout prix ? Je ne pense pas. Ou en tout cas, il faut le faire autrement. Il faut augmenter la charge. Il faut le faire autrement. Je vais vous donner un exemple de solution qui ne coûte rien du tout, parce qu'en plus ça coûte très cher, c'est 300 000 € par logement. Aujourd'hui, Femar Belge, je les ai rencontrés, les maisons de repos, il y a 3500 chambres, entendez-moi bien, sur Bruxelles, vides. On pourrait réquisitionner, on pourrait aider les maisons de repos à pouvoir mettre à disposition une partie de ces chambres. On l'a fait avec les Ukrainiens. Et ces chambres continuent à être vides. On pourrait les accompagner. Et ça permettrait en fait de désinvestir 100 millions dans la politique du logement et de faire des projets mixtes avec les maisons de repos. On a le bâti, il est construit. Ok, Romuald Lamorté. Peut-être 2 éléments. Si je voulais être un peu dans la provocation dans le premier, je dirais que parfois Uccle a le syndrome de Joël Milquet. C'est non. C'est non au métro, c'est non aux logements sociaux. Alors, ça, c'est pas vrai, le métro. Alors qu'il faut bien vous renseigner, monsieur Lamorté. Non, tout à fait. Mais il y a les élections qui approchent et donc peut-être qu'on veut un peu donner des gages à sa population qui, quand même, à Uccle, on ne va pas se mentir, c'est une population assez favorisée dans Bruxelles. Le deuxième élément, pour être un peu factuel, on parle de ce projet depuis 2008. On est en 2024, il y a une nouvelle mouture, plus environnementale. Il y a eu quand même un accord sur ce projet de Bruxelles Environnement qui est quand même à la base pour défendre les questions de Vous êtes pour abattre les arbres, biodiversité. Hein, non, mais je vous dis les choses au niveau de de la biodiversité. Donc il y a un avis de Bruxelles Environnement là-dessus. Et j'entends les riverains qui ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au niveau des chancres industriels ou mettre les bureaux. Alors moi j'ai contacté avant de venir ici des avocats experts en urbanisme, droit de l'environnement et la chaire de l'urbanisme. En fait, c'est très compliqué. Il faut dépolluer, ça coûte de l'argent au niveau de ces sites-là. Les bureaux, il y a des contraintes techniques énormes pour pouvoir faire des logements et ça ne serait pas suffisant. Et il y a quand même un message derrière là-dessus. Ça veut dire quoi en fait ? Que les logements sociaux, c'est bien dans les chancres. Les pauvres, ils n'ont pas besoin de parcs à proximité de chez eux. Et donc, il y a un peu parfois, j'ai l'impression que dans cet espace-là, il y a un peu un duel de classe parfois. Europénois. Je pense qu'il y a aussi il y a les dynamiques sur les friches. Il y avait celle du côté d'Anderlecht, il y a celle de la Uccle, il y a celle de Schaerbeek aussi. Il y a à chaque fois ce côté de dire oui, on remet du béton. Au-delà de mettre les pauvres dans des chancres, je pense que c'est pas l'idée. C'est qu'à un moment, on continue à construire. Les problèmes sont les mêmes en Wallonie. C'est toujours plus de béton, alors qu'effectivement, il y a de l'espace. Et je suis pas d'accord avec vous, parce que déjà construire, effectivement, de base, c'est compliqué. Et donc rénover, c'est aussi compliqué. Je crois qu'il y a vraiment une question de volonté. On a surtout besoin de logements. Oui, mais on a aussi surtout besoin de respirer. Alors, juste une phrase, Aurélie Chikalski, et une phrase pour Emmanuel Deboc. Mais il nous reste peu de temps. Stop au cliché, parce que Uccle, c'est pas que des maisons 4 façades, c'est aussi de nombreux appartements, des petites maisons. Et donc, je vous invite à venir dans ce quartier. Oui, parce qu'il y a la forêt de Soigne à côté. Voilà, c'est ce qui fait que le pourcentage est un petit peu plus élevé. Tout à fait. Mais la forêt de Soigne n'est pas sur tout le territoire. Terminez votre idée. Donc, stop au cliché. Venez voir sur place comment ça se passe. Vous verrez que ce projet est en intérieur d'îlot. Et donc, ça ne va pas. Il faut revoir le plan. Il faut réenvisager. Il faut encore le revoir. C'est ça que vous dites. Voilà. Emmanuel Deboc, là-dessus. J'ai dit, ça coûte très cher, 300 000 € par logement social. Il y a l'allocation loyer qui permet en réalité, avec cet argent, de permettre à beaucoup plus de gens de pouvoir se loger pour le même prix. C'est pas un bon projet pour vous, c'est clair. On va passer à nos coups de cœur. Aurore, vous vouliez nous parler d'un restaurant, mais très spécial. Assez particulier. Ça s'appelle Dans le Noir. C'est un restaurant un peu éphémère parce qu'il se trouve finalement dans une salle de réunion d'un hôtel bruxellois du côté de la place du Luxembourg. La particularité, c'est que vous arrivez là et vous êtes dans le noir. En tout cas,
C'est dans le titre, hein, déjà. On n'est pas menti, on ne nous ment pas, sur la proposition, clairement. Mais ce que je voulais en parler parce que c'est assez intéressant, c'est organisé avec des personnes, évidemment, qui ont des déficiences visuelles, vous vous doutez. Mais c'est aussi un bon moyen, en fait, de discuter, de rencontrer des gens, parce que ce sont des tables communes, et ça favorise, en fait, la proximité, ça permet de baisser des tabous, de baisser des barrières, et de se mettre à discuter un peu avec tout le monde. Mais comment vous mangez dans le noir? Comment vous trouvez c'est tout vos le jeu, c'est tout le jeu, et en fait, c'est à ce moment-là où on se dit, en fait, toutes ces personnes qui sont déficientes visuellement, c'est compliqué, et ça fait réfléchir sur, peut-être au niveau politique, de se dire aussi qu'il faut réfléchir à faciliter les déplacements dans la ville de Bruxelles et ailleurs, d'ailleurs aussi. Voilà, petit coup de cœur gastronomique et... Donc dans le noir. Et culturel, dans le noir, voilà. Et vous, Romuald, vous vouliez parler de théâtre? Oui, du festival Universatile. Alors je sais que les Bruxellois, Bruxelleuses ont parfois du mal un peu à quitter le ring, mais donc j'aurais pris quelque chose de pas très loin, à Louvain-la-Neuve, assez facile de s'y rendre. C'est un festival étudiant de théâtre qui va commencer lundi, durant 3 semaines. Donc c'est vraiment l'Universatile, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Exactement, tout à fait, que je connais très bien. Mais ce sont des étudiants qui se lancent là-dessus. Ils ont répété depuis le mois de septembre-octobre. Il y a vraiment des projets de qualité. Je le connais d'autant plus vu que j'ai été étudiant et j'ai participé moi-même à un festival il y a déjà pas mal d'années. Je trouve que c'était mieux à l'époque, il paraît. Ah, ça, je ne dirais pas. En tout cas, ça permet de voir du théâtre pas cher et de qualité. Très bien. Moi, je voulais vous présenter un livre de Patrick Van Roosendaal, un guide qui lui est guide belgo-américain à New York. Il est auteur des Incontournables de New York, c'est paru chez Racine. C'est un petit livre rempli de 99 conseils pour visiter New York différemment, pour y vivre le temps de votre séjour comme un habitant de la ville. On devrait d'ailleurs faire la même chose à Bruxelles, parce qu'il y a aussi plein de choses incontournables à faire à Bruxelles, et notamment aller dans le noir. Je demande pour conclure, est-ce que vous avez un conseil, peut-être à part d'aller dans la forêt de Soignes, Aurélie Tchikalski, ce dimanche, est-ce qu'il y a un autre conseil à donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à Marche-en-Famenne au WEX, parce que nous avons notre grand congrès, congrès programmatique. Mais ils ne sont pas obligés de venir, là. Tout le monde n'est pas obligé de venir. Mais il y a toujours une bonne ambiance, c'est sympathique. Et vous, Emmanuel Leboeuf? Moi, ce week-end, ce sera un week-end chandeleur. J'ai la chance d'avoir mon père qui est né le jour de la chandeleur, et donc, comme c'est en semaine le vendredi, donc ce sera le week-end en famille autour du patriarche pour manger des crêpes. Vous invitez tout le monde. Exactement. Vous n'avez pas donné l'adresse. Non, mais je dis ça parce que je pense que c'est important la famille. Et parfois, on sous-estime l'importance des liens familiaux. Et la solidarité, elle est avant tout aussi familiale. Et dans une ville comme Bruxelles, où les liens sont très distendus, où je rencontre beaucoup de gens qui vivent seuls, et où parfois il y a des familles fortement éclatées, c'est important de retisser aussi du lien. Donc c'est peut-être le message que je voudrais lancer. Voilà, reprenez contact avec vos proches. Si vous avez été en dispute avec eux, prenez votre téléphone, allez les voir, ça vaut la peine. Et apportez-leur des crêpes. C'est l'occasion. Merci à tous, à toutes. Je laisserai les commandes de l'émission le 10 février prochain à Vanessa Lhuillier pour un autre numéro des Experts.